10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Attention au Bayern. Alors, je ne dis pas qu'ils vont faire une grosse fin de saison, je ne dis même pas qu'ils vont passer leur 8e de finale de Champions, on va en parler. Mais c'était un des gros clubs sur lequel j'avais le plus d'interrogations et d'incertitudes, de manque de matière. Je n'étais pas très calé sur ce Bayern de Vincent Kompany, on en avait parlé un petit peu en début de saison. Mais ils ont sorti une des meilleures performances de leur exercice 2024-2025 ce week-end contre l'Eintracht. Ils les ont giflés 4-0, 3,96 XG à 0,69. Ils sont actuellement, bien sûr, leaders de Bundesliga avec 8 points d'avance sur les amis de Xabi Alonso, sur les Leverkusen, une seule défaite en 23 journées. Et Harry Kane, 21 buts en Bundes, 29 toutes compétitions confondues, encore postulant soulier d'or, et juste Salah qui est par-dessus lui. Sur le papier, tout se passe bien, et cette première année de Vincent Kompany, c'est un succès complet alors. Bon, peut-être pas tout à fait. Tout n'est pas rose en Bavière. Il y a eu bien sûr cette gifle début de saison à Montjuïc contre le Barça 4-1. Plus récemment, ils ont été battus par Feyenoord aussi à De Kuip 3-0, même si pour moi le score est assez trompeur, on avait parlé dans un récap. Ils n'ont pas fini top 8, donc derrière, 12e place, ça a demandé un barrage contre le Celtic qui était plus étriqué que ce que je pensais. Ça s'est joué grosso modo jusqu'au temps additionnel du match retour pour la qualif, pour nos amis bavarois. Et ils ont été tirés donc en 8e de finale de Champions face à Leverkusen. Ça va être un gros match parce qu'en plus d'être une belle équipe, c'est un peu la bête noire du Bayern, ce Leverkusen. Sur les 5 derniers affrontements, depuis que Xabi Alonso est arrivé, en gros, aucune victoire pour le Bayern. L'hégémonie du Bayern en Allemagne a été brisée la saison dernière, les 11 titres d'affilée, c'était ça, ont été brisés par justement ce Bayern-là. Et récemment, je sais pas, il y a eu une baffe 3-0 à la Bayer Arena, on s'en souvient, on en avait parlé saison dernière. Il y a eu par exemple ce 0-0 très récemment là, où le Bayern, c'est pas facile, Bayern avec un N, 0,05 XG, 2,16 pour les Leverkusen, donc même si ça s'est terminé sur un score nul et vierge, et 2 seuls petits tirs pour les hommes de compagnie. Ils ont été éliminés en Coupe d'Allemagne aussi. Ils ont du mal contre les Leverkusen en général. Et du coup, aujourd'hui, c'est pas du tout évident de dire que le Bayern est un favori de ce match-up. Encore moins avec un match retour à Leverkusen, comme ça va être le cas. Alors, je sais que ça énerve un petit peu notre copain Thomas Müller. Le Leverkusen est clairement favori, si l'on en croit les experts allemands. Et nous, qui sommes des outsiders absolus, nous voulons évidemment croire en nos chances. Pas mal de sarcasme pour le Raumdeuter. Sacré Thomas, on va en reparler. Mais donc ouais, dur de dire pour moi que Leverkusen est favori, mais dur de dire que le Bayern aussi. J'ai à la fin là, sur mes pourcentages, j'avais mis 50-50, j'arrivais vraiment pas à pencher dans un sens ou dans l'autre. Et pourtant, le Bayern doit faire un grand parcours en Champions. Première raison, c'est parce que c'est le Bayern. Je vais aller checker là sur leur parcours récent, sur les 15 dernières années en Europe. Pour le Bayern, c'est 9 demi-finales de Champions sur 15 saisons, 4 finales, 2 titres. Grosso modo, les seuls qui font mieux, c'est le Real Madrid bien sûr et Liverpool. Après, ils sont peut-être à peu près au même niveau que le Barça, mais je pense qu'ils ont fait même plus de demi-finales. 9 demi-finales sur 15 saisons. Le Bayern est toujours dans la course. Ils doivent faire une grande saison en Europe, ne serait-ce que pour cette raison. Et la deuxième, bien sûr, c'est parce que la finale est chez eux, 31 mai 2025. Peut-être on ira, mais finale de Ligue des Champions à l'Allianz Arena, un des stades les plus spectaculaires du foot mondial. Et l'opportunité peut-être de prendre la revanche sur 2012, qui avait mal tourné. Mais ils en sont très loin, évidemment. Il va falloir déjà passer les Leverkusen, et même derrière, potentiellement un quart contre l'Inter, si l'Inter sort Feyenoord, demi contre le Barça. C'est pas un parcours facile pour aller en finale, pour rejoindre sa finale pour les copains bavarois. Donc ce choc, il est énorme en Champions. C'est une des raisons principales pour lesquelles je suis en train de faire cette vidéo, pour être honnête. Je suis tellement hypé par ce Leverkusen-Bayern, qui n'est pas encore une rivalité du foot allemand, mais c'est la dualité de notre ère. Et ça va être génial. Donc méga choc, ce qui fait que la situation du Bayern me passionne. Quand tu ajoutes à ça qu'il y a plusieurs de mes joueurs préférés du moment au Bayern, la réponse, Jamal, le Sphinx, Michael. Il y a la malédiction Harry Kane aussi, dont la vitrine a trop fait.
on sait ce qu'elle est, grosso modo. Joueur de la saison, Transfermarkt, des utilisateurs Transfermarkt de 2021. C'est grosso modo ça, ces titres. Quelques titres de meilleur buteur, un soulier d'or la saison passée. Est-ce qu'il fera le doublé cette année? Il cherche surtout le premier gros titre de sa carrière. La Bundesliga, ça pourrait être le cas. Mais ouais, ça, plus Vincent Kompany, que j'estime beaucoup, que j'aime beaucoup en tant qu'entraîneur, ça fait beaucoup de choses à décortiquer. Donc, longue intro, vidéo qui sera pas mal aussi. Je pense une bonne demi-heure. Et j'aime bien toujours ces petits focus équipe. Avant de se lancer, je dois dire, c'est pas sponsorisé, mais c'est une petite dédicace à mon pote Media Bayern France, sur Twitter, qui fait un gros taf et qui m'a bien aidé. Bien aidé, c'est un euphémisme. Il m'a envoyé 12 minutes, 12 minutes d'audio, le monstre qu'il est. Donc allez les suivre sur Twitter si vous êtes sur Twitter. Ils font vraiment du bon taf, très très cool pour suivre l'actualité du Bayern. Alors, partons un petit peu sur l'analyse. Classique, force-faiblesse. Première force, qui est évidente quand on voit jouer le Bayern, une pression incendiaire. Vraiment un pressing à toute épreuve. Contre l'Eintracht, ils alignaient pourtant un 11 assez expérimental. Sur la ligne de 4, par exemple, on avait d'ailleurs Hiroki Ito qui faisait son retour, donc pas de Davies, pas d'Upamecano. Et on avait Thomas Müller en pointe, pas d'Harry Kane qui est rentré à une demi-heure de la fin. Voilà. Plusieurs des joueurs les plus utilisés cette saison, Upamecano, Kane, Davies, même Guerreiro, pas dans l'11, même si Guerreiro joue un peu moins récemment. C'était une équipe un petit peu expérimentale, peut-être ça doit nuancer quelques points d'analyse, mais sur les forces, il y en a une dans tous les matchs du Bayern que j'ai vu, et celui-ci aussi, la pression. La pression, c'est clairement le thème majeur de Vincent Kompany. Sur toutes les séquences du jeu, de la première à la 90e minute, le Bayern presse. Et ici, ça fait un ballon gagné dans les 20 mètres, dans les 15 mètres même, par Michael Olise. Là, sur la contre-pression, tout de suite, le triangle qui se referme pour aller gagner un ballon haut, et c'est effectivement le cas. C'est ça qui fait qu'ils ont le plus gros volume de possession d'Europe. On va y venir. Ils ont le plus gros volume de possession de la Champions, 67,5% du ballon, même contre le Paris Saint-Germain. Après, c'était à 11 contre 10 pendant un moment, mais même contre le PSG, c'est la seule équipe qui a pris le ballon au PSG cette saison, 67,5. Aucune équipe n'a plus le ballon que le Bayern cette saison, et ça vient en bonne partie de leur méga pression. Souvent, ça leur génère des occasions aussi, comme ici, Pavlovic dans les 30 mètres. Ça peut donner un ballon pour Thomas Müller qui cherche Musiala second poteau, même si ça va pas au bout. La pression systématiquement, et on voit de la pression intelligente. Cette séquence, ça m'a beaucoup parlé parce que non seulement il y a l'agressivité, ok, on vient vite cadrer le porteur, mais regardez, Jamal Musiala, il sent que la passe derrière est une possibilité. Donc au lieu d'aller presser le porteur directement, il va presser la ligne de passe pour la casser avant tout. C'est les fameuses courses anglaises de pression. Je surgis pour briser la transmission potentielle. Une fois que c'est fait, donc c'est ce qu'il fait ici, il n'y a pas de jeu en retrait possible. Une fois que c'est fait, hop, le changement de direction, et maintenant on peut aller mettre une charge sur le porteur. Et ça va faire un ballon gagné haut, parce que entre Musiala, entre Pavlovic, entre Leroy Sané qui fait un gros tape de pression lui aussi, Leroy, ça fait un ballon gagné, hop, récupération, et puis y avoir potentielle transition du Bayern, ou juste recycler la possession. Sur une perte haute comme ça, une phase de transition défensive, hop, Musiala, mais aussi, je crois que c'est Goretzka qui est rentré à la mi-temps, qui intervient ici avec beaucoup d'agressivité. Il est battu, mais Sané lui aussi a fait l'effort. Ballon récupéré, pas de transition possible. La pression et la contre-pression, et Leroy Sané, encore une fois ici, très très actif. Le fait de faire les efforts de repli, non seulement pour verrouiller le porteur et permettre à ses coéquipiers de revenir et eux d'aller gagner le ballon s'ils ne le gagnent pas directement. Je suis allé checker Leroy Sané, son scouting report de la saison actuelle en Bundesliga 2024-2025. Regardez, c'est assez clair. Il est 43e centile en tact, 73e en interception. C'est pas phénoménal, mais comparé à la saison d'avant, rien à voir. Ça, c'était 2023-2024 en Bundesliga. L'année d'avant, sur le volume défensif, c'est quasiment un tout autre joueur. Et il a vraiment répondu aux consignes de Vincent Kompany là-dessus. Cette pression, elle paye. 77e minute de ce match contre l'Eintracht, 78e. Musiala, Sané, hop, qui va aller choper le ballon à Shqiri dans les pieds et se procurer un contre 1 qu'il rate. Alors Sané, il y a quand même des choses à redire, on va y venir. Mais avec ça, tu te procures des méga occasions. Et derrière, sur le 6 mètres qui suit, il est extrêmement engagé, concerné. Et c'est vraiment quelque chose qui dure de la première à la 90e minute. Comme j'ai dit, 3-0 pour le Bayern, 86e.
eh ben, on a Gnabry, on a Coman qui font les efforts constamment. Davies aussi qui arrive là à 35 mètres. Surgit la pression, le sang de toute équipe moderne, l'oxygène de toute équipe moderne, elle est effectivement visible chez les hommes de Vincent Kompany. Et j'ai vu une séquence qui m'a bien fait marrer à 27e minute. Il y a Thomas Müller qui est sorti parce qu'il y a eu un contact avec Christensen. Et donc, ils doivent se faire traiter, soigner sur le banc. Il est furieux que l'arbitre ne laisse pas rentrer Thomas Müller plus tôt parce que ça permet à Kevin Trapp, côté Francfort, de relancer sans avoir de pression de la pointe. Et d'ailleurs, quand Müller rentre, première chose qu'il fait, au sprint sur Trapp, mais il est dégoûté, Kompany, qu'il n'ait pas pu mettre en place son pressing classique sur une phase de relance. Juste sur un petit truc comme ça, très très visible. Et comme on a dit, ça donne le plus gros volume de possession d'Europe, de Bundesliga aussi, évidemment c'est le cas. Le Bayern presse et presse beaucoup. Sa deuxième force, le Sphinx, Michael Olise, son radar FBRF, on en parle régulièrement, j'ai l'impression que c'est la 8e merveille du monde. Extraordinaire. Et ses incursions depuis la droite, c'est une des très grosses forces de ce Bayern. Il est extrêmement dur à défendre quand il fait ses courses comme ça, parallèle à la ligne de but. Il met des petits ballons par-dessus ensuite, comme là pour Hiroki Ito, la combinaison avec Davies, ça me fait très très mal aussi. Sur un ballon, ouverture oblique, très bon contrôle. Ensuite, il rentre, Théâtre peut pas le suivre, c'est dur, qui doit le prendre, on sait pas trop. Et il réussit à transmettre des petits ballons comme ça dans les intervalles, comme ici pour Leroy Sané, qui se prend un petit peu les pieds dans le tapis. Dommage qu'il s'en mêle les pinceaux comme ça. Ça, c'est aussi un petit problème d'avoir un Sané à gauche du 4-2-3-1. Mais au lycée, c'est une vraie augmentation de qualité que le Bayern a fait en l'acquérant. C'est une des meilleures acquisitions du dernier été. Et ouais, il a juste un très très bon feeling, il est méga dangereux, comme là par exemple, encore une fois, en 1 contre 2, pareil, il réussit à trouver les incursions, mettre le petit ballon par-dessus, un peu type Lamine Yamal. Et là, j'aime beaucoup, c'est une séquence deuxième mi-temps. C'est juste un truc basique, mais il y a un petit ballon dans les airs, avant que le ballon tombe, prise d'information. Et ça lui permet, une fois le rebond, de trouver en une touche comme ça, un petit geste karatéka, Thomas Müller entrée de surface. Juste des petites choses comme ça. Et Thomas Müller, d'ailleurs, sa reprise, elle est cadrée. Il n'y est pas insensible. Tout de suite, le pouce levé vers Michael Olise. Des petites choses comme ça. C'est aussi ce qui fait la qualité d'un joueur offensif. Après, ce qui fait aussi la qualité de ce joueur, c'est son travail sans ballon. Sans ballon, il est très actif également. Beaucoup d'interceptions. Une vraie activité. Comme là, encore une fois, sur Théâtre. Et puis après, des moments de lumière absolue que le Bayern a grâce à lui. Cette frappe contre le Celtic, sortie de nulle part, pleine lucarne, splendide. Le Bayern a des moments de lumière individuelle grâce au Sphinx et grâce à la réponse Jamal Musiala, qui est déjà pour moi, déjà à son jeune âge, un des 10 meilleurs joueurs du monde. Quand j'ai fait mon 24 U24 avec Stan la dernière fois, je le mettais 4e. Jamal Musiala dans les 24 under 24. Il y avait juste Pedri, Yamal, Bellingham que je mettais au-dessus dans mon classement à moi. C'est un joueur élite dans absolument toutes les catégories. Voilà, ça c'est le radar statistique de Jamal Musiala sur les 365 derniers jours et il n'y a aucune faiblesse. Voilà. Il est fort dans la création, il est fort dans la finition, il dépasse même ses XG. Bien sûr, dans la percussion, 3,46 dribbles passés par match. Et il est fort dans l'activité défensive où il est top 15% de toutes les catégories défensives pour un attaquant. Juste un joueur élite complet. Il est toujours aussi dribbleur, il a ajouté de plus en plus les buts. Il est déjà cette saison à 16 buts, toutes compétitions confondues. C'est autant. Il a déjà dépassé son total de 2022-2023 et c'est plus qu'en 2023-2024. Il cherche de plus en plus à finir les actions, il monte de plus en plus de qualité à la finition. Et après, ouais, séquence classique Musiala contre l'Eintracht, récupération haute comme ça, percussion, un joueur éliminé, passe tranchante pour Thomas Müller. Au bout d'1 minute 30, il s'est déjà distingué. 14e minute, un peu comme au lycée qui a ses moments lumière, les petits ballons par-dessus, qui créent des occasions à partir de pas grand-chose. Une infiltration, la passe en talonnade, en semelle talonnade comme ça pour Kimmich. Ça fait une frappe cadrée. Il peut battre un joueur, un deuxième, et transmettre décalé à Leroy Sané. Encore une passe clé pour Jamal Musiala. Dans les grands espaces, il est fou. Sané le félicite. C'est un gars qui a marqué le 3e but du match sur cette action. Il prend le ballon juste un petit peu avant la médiane. Il détruit Christensen en changement de direction à 1 mètre de lui. Il démonte Christensen.
Il passe un deuxième, Tuta, et fini, pied gauche. Frappe que peut freiner la frappe. Juste un joueur qui est capable de prendre le ballon comme ça, à 55 mètres du but, et d'aller finir en n'ayant impliqué personne d'autre dans l'action, un vrai rush, un vrai coast to coast, bah ça c'est, oui, un joueur élite. Une vraie force. Et il y a ça sur la finition, la création. Il y a des moments comme ça, je sais pas, Neuer, relance longue, hop, appuie sur Thomas Müller, 1, 2 et 3, tout ça en une touche pour lancer Sané dans la profondeur. Juste, Musiala fait partie de ces joueurs différents. À chaque fois qu'il touche le ballon, quelque chose se passe. Et quand t'as ça dans ton équipe, ouais, t'es juste une force de l'équipe. On a parlé de son travail à la pression aussi, très intelligent. Et il n'y a aucune faiblesse, je trouve, dans le jeu de Musiala. Et ça en fait un joueur total. Ouais. Même des relances ratées de Manuel Neuer, un peu comme celle-ci, qui est très dangereuse, et bah, il réussit avec un petit contrôle orienté, piqué comme ça, à la faire passer par-dessus son défenseur et à transmettre avec une passe du genou comme ça, en l'air, pour Hiroki Ito. Ah, juste des gestes de lumière de Jamal Musiala. Et ça paye, parce que le Sphinx et la réponse, et quelques autres, ça fait du Bayern le meilleur différentiel d'XG de la phase de Ligue de Champions. Alors, en nombre de buts marqués, c'est un petit peu en dessous de Barça et Dortmund, par exemple. Ils ont un peu sous-performé leur XG. 21,8 XG, 20 buts seulement. Mais le différentiel d'XG, c'était le meilleur de la compétition sur la phase de Ligue, pour une équipe qui finit 12e pourtant. Ça montre qu'offensivement, c'est pas vraiment là où sont les problèmes. 21 tirs par match, un peu plus de 21 tirs par match pour le Bayern. C'était aussi le plus haut volume de la phase de Ligue. En Champions, on peut dire aussi qu'ils ont les deux joueurs de toute la Champions avec le plus de passes clés, Kimmich et Musiala. Ils ont les deux joueurs avec le plus de passes dans la surface de réparation, Kimmich et Olise. Kimmich est numéro 1 en passes dans le dernier tiers du terrain de très loin, 122. Derrière, c'est plus des défenseurs centraux. Beaucoup de passes longues. Schlotterbeck, Boskagli, Marquinhos, Upamecano. Kimmich est ici, très haut. Bien sûr, il y a Kane et ses stats. Comme on a dit, 21 buts, 8 passes D en Bundes en 21 matchs, 7 buts en Champions, 29 buts, toutes compétitions confondues pour Harry Kane. Et on a à la fois Kane, Musiala et Michael Olise, les 3 meilleurs joueurs offensifs de cette équipe, d'assez loin, qui surperforment tous les 3 leur XG. Ils sont ici. But moins XG, plus 5,5 pour Kane, plus 3,1 pour Musiala et plus 1,4 pour Michael Olise. Au-delà de la force offensive de ces 3 joueurs, j'ai vu avec l'entrée d'Alphonso Davies contre l'Eintracht, des combinaisons Davies, Musiala, tout ça c'est méga dangereux à chaque fois. Davies, dans le style classique, percé depuis des zones basses, un peu en mode Théo Hernandez ou en mode Alphonso Davies. Le relais avec Harry Kane pour juste sur 1-2 cours comme ça, trouver une profondeur, 2 joueurs impliqués et t'as tout de suite une ligne défensive en panique. Ça c'est ce qui apporte Alphonso Davies, les percussions, les infiltrations de demi-espace gauche vers l'axe, l'appui sur Kane, frappe extérieure de surface qui est repoussée, frappe très dangereuse d'Harry Kane. Ils sont tous très forts et ils ont encore un petit peu de flic en eux. J'ai vu avec l'entrée de Goretzka par exemple, tu vois, petit ballon en retrait comme ça de Pavlovic, peut-être pour contrôler après une récupération, un petit peu le tempo. Hop, Goretzka, il a vu Sané prendre le couloir, prendre le demi-espace, donc tout de suite passe hyper directe, hyper tranchante. Le Bayern a encore un petit peu de ça. Pour une équipe qui a un si fort volume de possession, honnêtement, ils sont pas tant dans le contrôle que ça, pas trop dans éteindre, asphyxier, finir les matchs grâce à de la possession défensive. S'il y a possibilité de jouer un ballon vers l'avant vite, ils le font, et c'est peut-être ça qu'ils ont aussi 21 tirs par match en moyenne, le plus haut total de la Champions. Et derrière, il y a de la projection en nombre côté Bayern. Donc, offensivement, c'est une de leurs forces, incontestablement. Et après, il y a 2-3 trucs en plus. Upamecano, qui n'a pas joué contre l'Eintracht, mais qui fait une très bonne saison dans l'ensemble, qui a la qualité de pied pour mettre par derrière, pour Michael Olise par exemple, comme contre Celtic, qui fait partie des 3-4 joueurs les plus importants de cette équipe. On a Vincent Kompany, qui est apprécié de tous. Et ça, c'est mon pote Média Bayern France qui m'en a particulièrement parlé, qui m'a dit de vous en parler. Kompany très apprécié par tout le vestiaire, un vestiaire que mon pote estime comme particulièrement difficile au Bayern. Peut-être le cumul des générations, ceux de 2020 du titre, les anciens, les historiques,
l'Emmanuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller, etc. Quelques-uns qui datent aussi, Goretzka, un Gnabry peut-être mécontent, Leroy Sané, gros caractère, et les nouveaux. Tout ce beau monde, les faire cohabiter, c'est pas facile. Thomas Tuchel s'est cassé les dents là-dessus, mais Vincent Kompany en train de réussir son pari. Cet entraîneur pourrait me faire rester plus longtemps au Bayern. Tout le monde aime Kompany dans le vestiaire bavarois, alors que les résultats sont pas. Il n'y a pas 3 Ligues des Champions qui ont été gagnées pour l'instant. Ça, c'est un vrai atout. Et à la fin, ce Bayern, ouais, a pas mal d'atouts. Ils ont aussi des points de vulnérabilité. C'est ce que j'ai envie de mettre en lumière aujourd'hui, en tout cas. Déjà, Kim Min-jae. Min-jae Kim. Je trouve que c'est un petit peu compliqué pour le deuxième joueur le plus utilisé par Kompany cette saison. Bundesliga plus Champions, 34 matchs plus Pokal, 34 matchs joués, 34 titularisations. Il n'y a que Kimmich qui a plus de temps de jeu. Kimmich qui a joué littéralement toutes les minutes de la saison jusqu'à être sorti contre l'Eintracht. Mais ouais, Kim, c'est pas que je reste sur l'image de lui contre Vini. Bien sûr, on se souvient l'année dernière en Champions contre le Real, il avait été en grande difficulté. Face à Rodrigo aussi, le penalty. C'est pas juste ces images-là, c'est même cette saison contre Feyenoord récemment. Le ballon par-dessus dans le dos, il est battu par la course de Santiago Jiménez sur une intervention très très compliquée. Là aussi, c'était récemment contre le Celtic avec Philippe Keun. Ce tacle, c'est une catastrophe absolue. On en avait parlé aussi dans le récap. Et ça permet au Celtic de prendre les devants dans ce match. Contre le Barça, pas mal de joueurs ont souffert contre Vinicius, pas mal de joueurs ont souffert contre le Barça. Vinicius de l'année dernière, le Barça cette saison. Normal, là, dans la profondeur, ils sont dangereux. Et il y avait peut-être une petite poussette de Fermin Lopez sur cette action, mais quand même, ça respire pas la sérénité. Et Kim, je le trouve régulièrement en difficulté. Même contre Mayence, par exemple, une adversité beaucoup moins forte. Même contre Mayence, il y avait ce petit ballon avec un rebond, il le négocie très très mal. Et ça permet à son coéquipier, son camarade, son compatriote, Jae-Sung qui était mousquetarisé après cette performance, si vous vous en souvenez, de planter le premier but de son doublé. Là, pareil, il est un petit peu étiré, dézoné, excentré et battu sur la talonnade, ce qui fait que quand Jae-Sung est trouvé, il n'y a personne pour le contrer, en tout cas, Kim n'est plus là. Doublé de son compatriote, c'est pas le seul à souffrir. Cette ligne haute du Bayern, elle a régulièrement du mal. On l'a vu contre le Bayer Leverkusen. Ça peut être compliqué dans le dos, et même les sorties de Manuel Neuer qui prend un rouge là-dessus. C'est pas facile de défendre au Bayern, sur ce Bayern qui essaye d'être suffocant absolument et qui laisse beaucoup d'espace dans son dos. Mais c'est pas très très serein, je trouve, ce que nous propose Kim. Il y a pas mal d'interventions comme ça qui sont pas fines, pas maîtrisées techniquement. Et ça permet par exemple ici à Ekitike de récupérer un ballon dangereux. Il y a un petit manque de courage balle au pied aussi, je trouve, de plus en plus. Il a peut-être perdu confiance. Je crois qu'il y a eu un petit souci physique aussi de blessure, on va y venir. Mais je vois par exemple des moments comme ça où franchement l'intervalle il est ouvert pour aller transmettre, donner à Michael Olise. Situation dangereuse. Et non, il met en retrait à Eric d'ailleurs. Il n'a pas eu le courage de cette transmission en plein axe. Gros manque de confiance, je pense, en ce moment pour Kim. En général, il se décharge pas mal du travail de construction, après avoir pourtant apparemment montré des choses intéressantes balle au pied sur la première partie de saison, mais là récemment, il a l'air d'être un petit peu dans un creux, même psychologique. Même je vois c'est pas mal ses coéquipiers l'encourager, même Kompany, sur des moments difficiles. Le travail à la relance, il est assuré par d'autres, et sur les moments de transition défensive comme ça, les interventions elles sont un peu approximatives. En l'occurrence, c'est Eli Wahi qui en profite et même qui le bat ensuite avec un deuxième dribble là. Je trouve qu'il est en vraie difficulté, Kim, et on le voit souvent courir vers son but, battu sur les premiers mètres. Il est plus à l'aise quand il faut défendre dans sa surface de réparation. On le voit sur le centre de théâtre. Là, ça, c'est une intervention plus Kim, je dirais. Bon, après, par contre, derrière, il reste au sol. Et je vois même, il a beaucoup de mal à se relever. Et j'ai vu Eric d'ailleurs dire à Davis, vas-y, sors le ballon, Kim va devoir sortir. Il n'est pas sorti à la fin, et même le ballon n'a pas été sorti. Il s'est relevé. Mais apparemment, je crois, après avoir eu un petit souci, peut-être ischio-adducteur, peut-être physiquement, il est un petit peu dans le dur. Et pas facile pour Kim. Je trouve que c'est une des faiblesses, en ce moment en tout cas, de ce Bayern. Et peut-être dans les gros matchs aussi, comme on a vu saison dernière, peut-être c'est un souci. Deuxième chose, la construction, la phase de relance, je la trouve assez instable. On a parlé de Kim, par exemple, 35e minute, première passe de la séquence du Bayern, elle est ratée. C'est une passe, je veux dire, pas si compliquée que ça, ou en tout cas qui ne devrait pas donner une récupération haute. On est sur le tout début d'une séquence de relance, hop, passe coupée, et c'est dangereux derrière pour le Bayern.
même des passes un peu simples, encore une fois Kim sur cette action, mais même des passes un peu simples sur la phase de construction, par exemple celle-ci de Kim pour Dyer, ça doit être la passe la plus basique de la phase de relance, elle arrive un petit peu dans le dos de Dyer, et le Bayern perd juste une fraction de seconde sur sa phase de construction, qui peut-être t'empêche de trouver Leimer un petit peu plus vite et de créer un petit peu plus de déséquilibre. J'ai vu des moments où, par exemple, Musiala doit pas mal décrocher. Pavlovic, c'est le cas, c'est sûr, mais même Musiala, entre Kim et Dyer, pour être le premier relanceur, c'est des choses qui m'inquiètent un petit peu parce que tu perds Musiala une ligne plus haut, c'est pas top pour ton action et on va le voir sur les séquences qui marchent, comme c'est différent. Aussi, Hiroki Ito, qui, bon, a marqué un but un peu quelconque, qui revient, deuxième titularisation d'affilée après avoir raté toute la saison pour cause de blessure. Perte basse, comme ça, 6e minute. Ouf, c'est très dangereux ça. Et c'est pas très... Ça aurait pu transformer un peu le match si la frappe d'Ekitike est plus cadrée, tout simplement. La perte comme ça me fait un peu peur. Et pareil à la 30e, ici, il essaie de passer un dribble, un double contact, mais il se fait prendre. Et encore une fois, le Bayern est en difficulté là-dessus. Donc même Hiroki Ito à gauche, qui est censé avoir plutôt un bon pied, je pense, ça a été compliqué dans ce match. Et la phase de relance pour une équipe qui a un aussi gros volume de possession, juste la première phase de construction, je la trouve plus moyenne que ce que j'attendais pour une équipe, Vincent Kompany, pour une équipe qui est guardiolienne à beaucoup d'égards. Je dirais ça. Le truc, c'est que, comme on le voit sur cette action, Eric Dyer, qui a peu joué cette saison, quelques matchs ici et là pour dépanner, là, son intervention, elle est très bonne. Et lui, j'ai trouvé, il a fait un bon match, franchement, contre l'Eintracht. Beaucoup aimé le match de Dyer. À la relance, quand ça passait par lui, c'était bien mieux. Beaucoup de jeux intéressants, des lignes cassées comme ici, pour aller trouver Musiala. Mais vraiment, là, c'est pas un Musiala à la hauteur des centraux, c'est un Musiala 2 lignes plus haut, qui est trouvé par cette passe très verticale de Dyer. Ça donne mieux. Bon. Aussi parce que la petite pirouette contre le renté de Jamal est extraordinaire. Mais ça donne une situation intéressante pour le Bayern. On le voit aussi d'ailleurs beaucoup en rôle de leader de jeu sur la première phase, orienté. Ok, jouer là un peu comme Van Dijk à Liverpool. Ok, jouer ici. Ok, contrôler. Ok, accélérer un petit peu le tempo comme il demande là. J'aime bien d'ailleurs. Surprenamment, peut-être moins pour défendre les grands espaces, mais sur la phase de relance, pas mal. Le truc, c'est que Leimer, Dyer, Kim, un Pavlovic qui décroche un petit peu ça se marche un petit peu sur les pieds, je trouve. Et cette première ligne de 4, cette première plateforme, comme j'ai dit, je la trouve un petit peu instable. Et elle limite peut-être la qualité du Bayern sur les premiers mouvements. On voit d'ailleurs Didier clarifiant un peu cette situation et joue un petit peu plus vite vers l'avant. Ce que va faire Pavlovic. Mais c'est pas pour rien pour moi que dans ce match, typiquement contre l'Eintracht, fin de première mi-temps, c'est sur la première passe progressive de Kim que le Bayern crée son premier but. Encore une fois, la même situation, avec Michael Olise qui décroche comme ça depuis le demi-espace, Musiala est en train de le voir décrocher, et Kim cette fois a retenu la leçon de tout à l'heure, il le sert. Ça c'est une vraie passe progressive qui casse la première ligne. Musiala se retourne en une touche, il peut servir Goretzka je pense, ou Thomas Müller, peut-être Goretzka était déjà entré à ce moment-là. Musiala hop, petit ballon, Pavlovic dans le dos pour Sané, centre en retrait, Michael Olise. Magnifique action collective qui vient d'une passe osée, enfin une de Kim dans ce demi-espace. Très très important parce que ça permet ensuite, quand Musiala donne, ça permet d'avoir 5 joueurs qui attaquent face au jeu. Un Musiala ici, ça fait 6, tous les couloirs. C'est pas pareil que d'avoir Musiala qui prend le ballon là à 50 mètres et après quoi. Donc ça, c'est des phases où je me dis, voilà comme c'est censé marcher, entre guillemets. Peut-être avec un Kim un peu plus en confiance, ou le retour d'Upamecano, par exemple, peut-être on verra encore plus ça. Troisième point faible, le trou du 4-2-3-1. Dans ce 4-2-3-1, surtout sur les postes offensifs, pour moi, il y a une zone, c'est pas extraordinaire. On le voit avec les entrées de Gnabry, de Coman. C'est Sané, le titulaire, à gauche. Moi, je trouve que Olise, Musiala, Kane, jusque-là, nickel. Sané, à gauche, il n'est pas hors sujet cette saison, mais c'est pas ce que Michael Olise apporte en faux pied autre côté. Vraiment, il n'a pas la même qualité en 1 contre 1 par exemple, quand il essaie de faire sa différence longue ligne. Même sur son vrai pied, il a plus suffisamment peut-être de force d'accélération ou même une panoplie de dribbles suffisamment vaste et riche pour battre son vis-à-vis en 1 contre 1 si c'est pas du jeu de grand espace.
Là, il est un peu dans le mal. Il va même perdre ce ballon au bout de son dribble, 6 mètres. Dommage. On peut pas donner un centre dangereux au bout de ça. Il y a des pertes dangereuses sur le build-up, justement, sur la construction. Comme là, petit ballon, doit s'en donner troisième homme à Pavlovic et il se prend un petit peu pareil, les pieds dans le tapis. Mauvaise gestion technique et perte de balle basse du Bayern à cause d'une mauvaise prise de balle de Sané. Par exemple ici, fin de match, Kane le sert, entrée de surface, Musiala dédoublement extérieur. Pareil, je crois avec Musiala, il s'entrechoque un petit peu et même cette passe, même si elle aboutissait vers Leimer, je ne sais pas si... Il manque un petit peu de magie et je pense Sané, le Sané d'aujourd'hui, sur son vrai pied, même pas en faux pied, c'est dommage parce que, et même à la finition par exemple, si on va voir les chiffres, voilà, il sous-performe légèrement ses XG, c'est aussi le cas de Kingsley Coman, c'est bien sûr le cas de Serge Gnabry. Il y a un problème à gauche et je me dis, ce Bayern-là, qui est capable de mettre Kane, Musiala au lycée, imagine un Bayern qui par exemple a pris Kfara au mercato hivernal. Kfara au lycée sur les côtés, Musiala en 10 ou Kane en 9. Ça, c'est un quatuor effrayant. Juste la perspective de ça, c'est effrayant. Mais là, pour l'instant, à gauche, voilà. Comme Gnabry et Coman, c'est compliqué sur les blessures et puis même sur le niveau intrinsèque pour Gnabry, par exemple. Tu es obligé de mettre un Leroy Sané pas vraiment dans sa bonne position à 29 ans. C'est une petite zone de faiblesse du Bayern. Et enfin, il y en a une de plus. À la perte, Kompany en a parlé dans une déclaration récente. Il dit, je crois avoir... En tout cas, il n'en a pas parlé dans une déclaration, mais je crois que c'est revenu, ça a été relayé, qu'apparemment, dans son analyse des derniers matchs, il voit un petit problème au milieu de terrain sur la transition défensive, Kimmich-Pavlovic. Et c'est vrai, j'ai vu un petit peu la même chose contre l'Eintracht sur ce ballon long de Théâtre, par exemple. Vite, cette ligne est brisée. Kimmich-Pavlovic, vite, doivent courir vers leur but. Ces deux joueurs qui sont très axés possession, encore plus pour Kimmich. Très axé ballon au pied, contrôler le tempo, dicter le jeu, tirer les ficelles, meneur de jeu reculé. Mais sans ballon, par contre, d'une, ça colmate moyennement les brèches, et de deux, la défense se retrouve un petit peu exposée. C'est peut-être pour ça aussi que Kim, régulièrement sollicité, quand Kimmich peut pas suffisamment... Kimmich, c'est un très bon milieu reculé avec ballon. Bien sûr, on a montré les chiffres progressifs de stats progressives en Champions, toutes les passes clés, tous les mouvements générés. Mais sans ballon, il y a des moments où il peut se retrouver un petit peu loin, comme ici par exemple, sur cette action, ok, transition de l'Eintracht, contre-attaque. Ouais, Kimmich est loin. Et si notre ami 36 avait fait un meilleur choix, ça aurait pu être un peu compliqué. À la fois Pavlovic et Kimmich peuvent se trouver un petit peu loin. Contre le Barça, ça avait été aussi le cas, où sur les attaques rapides du Barça, ballon par-dessus, voilà, Rafinha 1 contre 1 face à Manuel Neuer, avec peut-être Neuer qui sort un petit peu moins aussi, et quand il le fait, comme contre Leverkusen, le rouge qui prend, ça marche moins. Peut-être il y a des petits soucis pour le Bayern dans le dos de la ligne, mais aussi pour protéger cette ligne, avec la paire Kimmich-Pavlovic. Peut-être s'il y a un retour de Palhinha, mais je crois que ça n'avait pas trop bien marché quand il avait joué. Voilà, peut-être ça c'est un petit problème aussi de ce Bayern. Donc, il est loin d'être parfait, ce Bayern. Je vois des petits points de bascule potentiels, genre des points d'interrogation où pour l'instant on ne sait pas, mais ça pourrait soit l'améliorer, soit l'affaiblir en fonction. Le premier, par exemple, c'est le retour de Dayot Upamecano. Quand il va revenir, je pense que la charnière centrale du Bayern deviendra encore meilleure. Et surtout peut-être Hiroki Ito, qui est de retour. Est-ce qu'il peut être un défenseur central aux côtés d'Upamecano? Et avec le retour de Davies, est-ce que tu peux avoir une ligne de 4, Davies, Ito, Upamecano? Et même à droite, Stanisic a eu des moments compliqués. Guerrero, bof, Boé très blessé. Voilà, récemment, ça a été un petit peu un souci à droite aussi. C'est Leimer qui a beaucoup joué. Mais ouais, cette ligne de 4... Je ne sais pas si Ito part pour être défenseur central titulaire. Je pense qui m'a autant joué sous Vincent Kompany, c'est peut-être pour juste avoir ce duo Upamecano-Kim et redonner de la confiance à Kim. Mais ouais, le retour de Davies, déjà, c'est pas mal. Améliorer cette ligne de 4, la solidifier, ça, ce serait un vrai point de bascule du Bayern. C'est le premier truc que je vois. Maintenant, la suite,
Ça va être un gros match déjà contre Stuttgart vendredi, en déplacement en plus. Ça, c'est pas facile. Il y a la Ligue des Champions, ce double affrontement contre Leverkusen, comme on a dit. Ça non plus, ça va pas être facile. Et après, aller chercher cette finale, voilà, ça c'est la fin de saison. Mais la suite, ça m'intéresse aussi. La suite du projet. Faut pas oublier, Vincent Kompany, c'est l'an 1. Et il y a eu des prolongations importantes qui ont été faites dans les derniers jours. Musiala 2030, Davies 2030. Même pour Davies, c'était à une époque, ça l'envoyait au Real libre, etc. C'était pas forcément dans les tuyaux. 2 bonnes prolongations. J'entends dire que Kimmich, qui est en fin de contrat 2025, ça devrait pas trop tarder non plus. Il reste Müller, Sané, qui est en fin de contrat 2025. Par contre, j'ai entendu des bruits de prolongation. Ça me plaît pas de ouf parce que je pense qu'il y a peut-être la possibilité de faire sortir un des salaires les plus élevés du club à 15 millions annuels et de le remplacer par un vrai, on entend parler parfois de quoi, Rodrigo, moi, Kvara, ça m'aurait bien plu, Nico Williams, machin, je veux dire, il y a des ailiers gauche potentiels, je dis pas qu'un de ces trois-là, mais même n'importe qui. Peut-être c'est mieux un droitier comme ça, l'équivalent de Michael Olise à gauche, que Leroy Sané. Donc il y a du travail encore à faire sur le prochain mercato. Le Bayern a la 2e équipe la plus âgée de Bundesliga, 28,4 ans de moyenne d'âge, et la 4e de la Champions. Il n'y avait que l'Inter, l'Atlético et le Slovan Bratislava qui étaient au-dessus. 4e sur 36 en Champions. Pour un nouvel entraîneur, jeune coach, il y a du travail encore à faire, notamment sur le prochain mercato estival. Et c'est pour ça que je dis attention au Bayern, parce que je trouve la base de jeu, elle est intéressante. On voit déjà pas mal de choses. Il y a de très très bons joueurs, notamment sur les postes offensifs. Musiala au lycée, voilà, je pense que tu peux partir sur un paquet d'années avec eux. Il y a des choses intéressantes au Bayern, il y a un bon coach, je pense. Et avec plus de munitions, plus de cartouches, quelques bonnes fenêtres de transfert. Bien sûr, la Bundesliga, voilà, mais attention à peut-être retrouver un gros challenger en Europe. Pour cette saison, je ne mettrai pas encore le Bayern dans mon top 4, top 5 des meilleures équipes européennes. Je pense qu'il y a encore trop de points de vulnérabilité et il y a pas mal d'autres équipes que je mettrai au-dessus. Mais bon, la perspective de la finale de Champions à la maison, évidemment, elle va être quelque chose d'extrêmement motivante pour ce groupe. Et le groupe vit pas mal. Il y a du potentiel. C'est le Bayern. Et c'est un club sur lequel j'avais assez peu de billes là, ces derniers mois, que j'avais moins suivi, donc ça me fait très plaisir d'avoir pu me plonger un peu sur nos amis bavarois. J'espère que ça vous aura plu. Au final, on a fait quasiment 40 minutes. Donc très long, mais j'aime bien faire ces petits focus club. Ça fait partie des sujets qui me font le plus kiffer. J'espère que c'est assez digeste et que vous êtes régalés. On se retrouve très vite pour la prochaine, ça c'est sûr. Il va y avoir des débriefs de match. La Champions, ça reprend très bientôt. On va faire les pronos, les previews. Ah, ça va être un régal. On arrive dans le meilleur moment de la saison. La fin février, début mars, avril. Ça va être fou. Prenez soin de vous les potes et on se dit à très vite. Bisous.